Du coup, voilà ce qu'on a dit. En fait, pour pouvoir tester ou mettre en place une stratégie de test, on doit connaître les différents tests, les différents niveaux de tests et voilà la différence entre les tests et qu'est-ce qu'on va utiliser pour notre stratégie de test. Parce que les tests, ça reste quelque chose de très très vague et dans un projet, on ne peut pas utiliser tous les tests, mais la personne qui s'en charge de poser la stratégie de test, elle doit voir quels sont les tests adaptés à mon projet. Du coup, on va faire quelques définitions, on va regarder quelques définitions des tests et pour pouvoir voir les différences de ça. Les 7 principes généraux des tests, du coup, chaque testeur il doit connaître 7 principes qu'on va voir dans notre présentation. La psychologie des tests, la différence entre comment un testeur voit les tests et un développeur aussi, et c'est quoi les choses en fait qu'un testeur doit acquérir pour bien penser à suivre la qualité d'un projet. Tester pendant un cycle de vie, de vie logicielle, c'est ce que j'ai dit en fait par rapport à cycle en V, en Agile et en DevOps. Construire un plan de test et l'automatisation des tests. Du coup, pour introduire le sujet, c'est que les tests, ils ont pris vraiment une grande... ils ont vraiment beaucoup d'importance aujourd'hui. Et vu qu'avant, la qualité des tests, c'était quelque chose qui était mis à côté, ou bien c'était un effort qui était sous-estimé par les chefs de projet. Du coup, on disait avant, voilà, on va commencer notre développement, et après, au fur et à mesure de la quantité de la livraison, c'est là où on va commencer à penser aux tests. C'est une façon qui est vraiment très très fausse, et l'histoire, en fait, elle a prouvé ça. Par exemple, un bug qui est connu chez Bouygues Telecom, c'est qu'ils ont eu une panne pendant 24 heures, en fait, une panne de réseau. Et du coup, ça leur a coûté 8 millions. Je crois en fait que tout le réseau, il n'a pas coûté en fait 8 millions pour pouvoir le mettre en place. Bon, c'est une façon d'être un petit peu pessimiste par rapport à la façon en fait dont ils ont exploité en fait et ils ont mis en place le réseau. Mais voilà, c'est juste pour montrer qu'une anomalie peut coûter vraiment très très cher. Et du coup, le côté international, il y a, dans l'histoire, c'est connu pour le Ariane 4. Ils ont pris des spécifications de l'Ariane 3 et ils les ont implémentées sur l'Ariane 4 sans pouvoir le tester, voir le comportement. Ils ont dit que voilà, d'une façon absurde, que si on prend cette partie-là et on l'adapte à l'Ariane 4, en fait ça va marcher sans pouvoir le tester. Derrière, ils étaient obligés de pouvoir faire exploser la fusée dans sa montée. Du coup, ça leur a coûté tout le projet, si on peut dire ça. Du coup, c'était un échec pour un petit bug que normalement on pouvait bien éviter avec une bonne stratégie du test. Du coup, pour les fondamentaux du test, juste, en fait, pendant mes meetups, j'aime bien que ce soit une interaction, que vous posez des questions au lieu de les poser jusqu'à la fin. Du coup, ça permet un petit dialogue au fur et à mesure et après, ça me permet aussi de pouvoir remonter sur les points que visiblement j'aurais passé. Du coup, qu'est-ce qu'un test? Un test, c'est une méthode dynamique visant à trouver des bugs. C'est une façon pour pouvoir garantir la qualité d'une fonctionnalité, si on peut dire ça. Un test, ça pourrait être un test fonctionnel, ça pourrait être un test automatique, ça pourrait être plusieurs genres de tests, mais qui visent toujours à trouver des anomalies dans un comportement d'un logiciel. Un cas de test, c'est de pouvoir prendre une entrée pour pouvoir tester une fonctionnalité par rapport à une sortie. Ça veut dire de pouvoir définir en avance l'entrée du cas de test et après la sortie du cas de test pour pouvoir prendre en avance, si on peut dire, la conception des plans de test ou des cas de test. L'objectif du test, c'est mettre en évidence les défauts d'un logiciel. J'ai mis défauts en gras, vous allez remarquer pourquoi par la suite. Parce qu'il y a une syntaxe qui est respectée dans le monde du STQB. J'en parlerai par la suite. Prouver la conformité fonctionnelle. Donner une indication de la qualité à un niveau de confiance. Moi, je dirais améliorer la qualité du livre. Aussi.
c'est de pouvoir améliorer la qualité des livrables. Parce que le test derrière, c'est pas juste de pouvoir valider ce qui a été spécifié, mais le test, il peut tester ce qui a été spécifié lui-même, si vous comprenez ma logique. Ça veut dire que si on prend un chef de projet ou un product owner qui rédige des spécifications, des user stories, le testeur, déjà, il essaye d'écrire des cas de test. Si la spécification, en fait, il y a une anomalie ou bien elle n'est pas compréhensible pour le testeur, ça veut dire déjà que les cas de test, ils ne vont pas être concluants, ou bien les spécifications, en fait, ils n'ont pas été bien rédigées. Du coup, les cas de test, c'est une manière déjà de tester d'une manière préliminaire ce qui a été spécifié. Je vais partir comme ça. Du coup, voilà, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mis en gras erreur parce que dans la syntaxe ISTQB, on n'a pas bug, anomalie, ce qui est courant aujourd'hui en fait dans nos projets, mais on a l'erreur et le défaut et la défaillance. L'erreur, en fait, c'est une action humaine provoquant l'introduction d'un défaut. Ça veut dire, voilà, une incompréhension dans les specs, un chef de projet qui n'a pas bien compris la spécification, en fait, ce qui a développé. Derrière, il conçoit en fait une spécification ou une user story qui n'est pas conforme ou bien elle ne correspond pas à l'attente du client. Du coup, ça c'est une erreur et elle vient toujours d'une action humaine. Le défaut, du coup, chaque erreur, elle génère un défaut. Si le chef de projet ou le product owner, il a développé derrière et il a écrit derrière une user story ou une fonctionnalité qui est fausse, derrière le développeur, évidemment, en fait, il va développer quelque chose qui est faux. Du coup, c'est ce qu'on appelle un défaut. Et la défaillance, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui bug, anomalie. C'est ce qui est visuel. C'est ce qu'un testeur fonctionnel, il remonte ou il voit, ou bien un testeur utilisateur. Du coup, voilà, c'est ça, en fait, la vision, si on peut dire, ou bien la syntaxe ISTQB pour tout ce qui est anomalie. On peut aussi ajouter régression. Régression, on les verra, c'est un genre de test, mais voilà, ça c'est juste pour définir la syntaxe de, si on peut dire, d'où vient l'anomalie. Comment l'anomalie elle est constituée derrière, ou voilà, comment la défaillance elle arrive. Elle arrive à cause d'une erreur humaine qui est interprétée comme un défaut dans le développement et après une défaillance. Du coup, je reviens au sujet en disant qu'un cas de test, il peut déjà tester en amont l'erreur, ça veut dire de pouvoir avoir une spécification, d'écrire ces cas de test. Du coup, là, on évite toutes les erreurs possibles. Une fois qu'on évite toutes les erreurs possibles et le besoin il est compréhensible pour un testeur, on évite les défauts parce que le développeur il comprend la même chose qu'un testeur. Il y a déjà une première relecture des spécifications ou d'un cahier de charge. Du coup, voilà, on élimine erreurs et défauts. Ça avant d'avoir un logiciel à tester. Et c'est là où on voit les défaillances. Du coup, un testeur qui fait son travail dans la phase préliminaire d'un projet, il élimine deux potentielles choses qui peuvent derrière ressortir des anomalies ou des bugs visuels qui sont des défaillances. C'est ce qu'on appelle bug anomalie. Tu parles de USTQB depuis tout à l'heure, c'est quoi? ISTQB, c'est la certification des tests. Et voilà, il y a des niveaux en fait dans cette certification. Et en fait, cette certification, elle permet de normaliser, si on peut dire, la façon dont les testeurs ou les développeurs voient le test. Et en fait, aussi ce meetup-là, il est basé sur cette philosophie-là d'ISTQB. J'ai oublié aussi de le dire, je suis certifié ISTQB, j'ai suivi en fait deux formations sur l'ISTQB. Et du coup, voilà, j'ai fait un petit résumé que j'estime de le faire rentrer dans une heure. Il y a d'autres informations que je n'ai pas pu ajouter à mon meetup, mais voilà, en gros, ça schématise la stratégie de test d'une manière générale. Du coup, là, on voit les niveaux de test. Sur les niveaux de test, il y a les tests, ce qu'on appelle les tests projets.
C'est l'alpha test, bêta test, robust test structurel, et il y a les tests fonctionnels et les tests techniques. Du coup, chaque personne qui met en place une stratégie de test, elle doit avoir ses niveaux de test dans la tête pour pouvoir dire quels sont les tests que je vais utiliser dans mon projet. Ce qu'on trouve la plupart du temps, c'est l'alpha test, bêta test et les tests fonctionnels. Et dans les tests techniques, soit on choisit les bouchons, soit le dev piloté par test. On va voir c'est quoi la différence. Alpha test, alpha, c'est la première lettre dans la langue grecque. Ça veut dire les premiers, en fait, ils ont fait une interprétation pour dire, voilà, c'est les premiers tests qui sont effectués dans un projet. Alpha test, du coup, c'est les tests qui sont effectués par l'équipe de test ou une équipe interne au projet. D'une manière plus simple, il y a un développement et il y a des testeurs qui testent derrière. Soit c'est l'équipe de test qui teste, soit c'est les développeurs ou bien un chef de projet. En tout cas, c'est une personne qui fait partie du projet. Les bêta-tests, ça vient après les alpha-tests. Ça veut dire c'est une fois que les testeurs internes au projet, ils ont validé la conformité des tests, ils envoient ça à des bêta-testeurs. Les bêta-testeurs, ça pourrait être des testeurs utilisateurs. Ce qu'on appelle aujourd'hui, la plupart du temps dans les projets, c'est les métiers. Du coup, voilà, c'est la validation métier derrière. Et elle peut faire partie de la société, comme elle peut être externalisée dans d'autres sociétés. Du coup, voilà, après, il y a la test de robustesse. Les tests de robustesse, c'est de pouvoir faire réagir un logiciel d'une manière inattendue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est de pouvoir écrire des cas tests que voilà, le logiciel il s'attend pas à ça. Ça veut dire que la spécification elle te dit si je clique par exemple sur un bouton, j'aimerais bien voir une page avec un petit formulaire à remplir. Derrière, c'est de pouvoir écrire un cas test qui dit que voilà, si je clique sur un bouton et à la fois je clique sur un autre bouton où je fais quelque chose qui est inattendu en fait à la fonctionnalité au logiciel, pour pouvoir voir comment le logiciel il réagit par rapport à des comportements inattendus. Excuse-moi, oui. Robustesse et stress test et test de charge, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. On verra les tests de performance et les tests de stress, je crois, juste après. Du coup, voilà, la robustesse, en fait, les tests de performance, c'est une autre chose, mais les tests de robustesse, ça reste toujours de pouvoir pousser le logiciel à travailler d'une manière inattendue. Voilà, c'est d'écrire un scénario qui sort de l'ordinaire. Ça veut dire, voilà, aujourd'hui, on veut faire, par exemple, je ne sais pas, peut-être un paiement bancaire, mais au cours du paiement bancaire, tu sors du processus normal, genre en remplissant le formulaire de ta carte avec la date d'expiration et tout ça, c'est que tu t'arrêtes au milieu du processus et tu essayes par exemple de faire précédent et de revenir à la page pour pouvoir voir si par exemple les informations s'enregistrent. Tu vois, c'est un peu de pouvoir être à la place d'un utilisateur, mais de faire des choses qui sont inattendues. C'est juste ça. Et ça dépend en fait, les tests de robustesse, ça dépend de l'expérience d'un testeur. C'est chacun en fait comment il interprète derrière les tests de robustesse. Et après, il y a beaucoup de testeurs qui le font aujourd'hui, mais qui ne se rendent pas compte que ça s'appelle des tests de robustesse. Du coup, il y a les tests structurels. Les tests structurels, c'est de pouvoir voir est-ce que le code, en fait, il est très bien écrit. Ça veut dire qu'il est très bien développé. Ça veut dire de pouvoir développer des tests qui, si on peut dire, qui garantissent la qualité du code. Pardon ? Qui analysent le code ou qui garantissent la qualité du code aussi. Par exemple. Les tests non structurels, ça veut dire les tests, oui c'est ça.
Et du coup, les tests non structurels, c'est les tests de pouvoir voir si le code, il s'installe très bien dans l'environnement où il va être projeté, par exemple. De pouvoir développer des tests pour dire, aujourd'hui, on développe en Java J2E, et si on met en production, je ne sais pas, il y a un site web, il y a un logiciel, il y a différents logiciels en fait aujourd'hui, c'est qu'en disant que si ce code-là, on l'installe dans cette plateforme-là, est-ce qu'il va marcher ou pas? Du coup, voilà, en fait, je voulais bien mettre l'accent sur les différents tests parce que c'est ce qui différencie une stratégie de test d'une autre. Et du coup, la personne qui a la capacité de pouvoir connaître cet ensemble de tests, j'y vais un peu vite, c'est cette personne-là en fait qui peut poser des bonnes stratégies de test. Mais voilà, j'aimerais bien en passer rapidement pour pouvoir ne pas s'attarder sur ça. Du coup, les tests fonctionnels, c'est les tests pour pouvoir derrière, si on peut dire, comment dire ça, valider des scénarios fonctionnels pour pouvoir valider les exigences. Est-ce que ce qui est développé, ça correspond bien à ce qui a été spécifié? Et les tests... Concrètement, les tests fonctionnels, comment ça se passe? Concrètement, c'est une rédaction de cas de tests. Derrière, on se base sur la spécification. Et le testeur, on dit c'est le test fonctionnel. C'est pas lié au dev, mais c'est plutôt un testeur fonctionnel qui rédige les cas de tests, qui couvre au moins l'ensemble du... Voilà, la rédaction de tests. La rédaction de cas de test. De cas de test, ouais. Par exemple, c'est quoi donnez-nous un exemple de techno. Il y a... Bien sûr, si, vas-y. Il y a fitness, il y a concombre. En fait, quand tu es fonctionnel, tu vas te connecter à une application et tu vas faire un process de bout en bout. Par exemple, je suis un user, j'ai besoin de valider un achat. Donc je vais me connecter en tant que user, je vais sélectionner mon achat. Et je vais faire toutes les étapes pour arriver jusqu'à la fin. En fait, c'est ça, c'est les tests IHM. Ça, c'est une autre. En fait, les tests fonctionnels, c'est des tests IHM. Ouais. En fait, pour moi, c'est différent. Mais après, les tests IHM dans le langage ISTQB, c'est pas utilisé, mais c'est plus les tests fonctionnels. Comme Fathia a dit, en fait, les tests fonctionnels, c'est de pouvoir écrire des cas de test en langage humain, en langage français. En fait, voilà, de pouvoir dire je suis l'utilisateur qui fait ça et j'obtiens ça. Derrière, en fait, c'est de pouvoir tester, une fois que ça va être développé, est-ce que les scénarios de test respectent ce que le développeur a développé. C'est juste ça. Les tests fonctionnels, ça peut être automatisé et non automatisé. Je viendrai sur ce sujet d'automatisation après. Non automatisé, c'est des tests IHM, c'est bon. C'est les tests IHM, comme j'ai dit, c'est des tests fonctionnels. Du coup, après, un code qui va solliciter des endpoints d'une API Java, par exemple, et j'écris un scénario en appelant les endpoints. C'est un test fonctionnel. Laisse-moi terminer. C'est un test non fonctionnel. Et là, je vais rejoindre ça. Les tests non fonctionnels, c'est des tests qui sont un petit peu techniques, si on peut dire, dans un langage de dev. C'est des tests qui sont l'automatisation, la performance, le stress. Voilà, c'est des tests qui sont un petit peu dédiés à l'équipe technique, si on peut dire ça. Du coup, voilà, je reviens à ce que tu viens de dire. Il y a le pilote et il y a les bouchons. Pilote et les bouchons, c'est ce qu'on appelle un harnais de test. Un harnais de test, c'est que c'est dédié à un développeur. C'est qu'un pilote, c'est une fonctionnalité développée pour pouvoir tester un autre élément. Ce que tu viens de dire, en fait, tu as développé quelque chose pour pouvoir tester les appels web service. Du coup, voilà, ça c'est ce qu'on appelle un pilote. Test de pilote. Et après, test de bouchon, c'est de pouvoir développer quelque chose qui dépend d'une autre fonctionnalité. Tu vois un petit peu c'est quoi la différence entre tester quelque chose
qui pilote quelque chose, ça veut dire qu'il l'utilise et qui dépend de l'autre. Ça, c'est la différence entre pilote et bouchon, et on appelle les deux genres de tests un harnais de test. Du coup, voilà, ça c'est un genre de test non fonctionnel qui est développé par des développeurs. Et il y a les développements pilotés par des tests. Ça veut dire en fait, c'est de pouvoir écrire les tests avant de pouvoir développer. Du coup, le développeur, il part des tests pour pouvoir couvrir tout l'ensemble du développement. Bien sûr qu'il comprend les spécifications et les exigences, mais derrière, il couvre tous les cas de test pour ne pas avoir des anomalies qui vont retourner. On va regarder pour ce cas-là, le cas de TDD, BDD. Les tests end-to-end, ça s'inscrit sous quelle catégorie? Les tests end-to-end, c'est tests, parce que le end-to-end, ça peut être fait entre un testeur fonctionnel et un développeur, comme ça peut être fait entre un développeur et l'autre. Du coup, les tests end-to-end, ça rentre dans la mixité de tests. Ça veut dire, c'est un testeur fonctionnel qui vient tester les fonctionnalités, par exemple, dans un local d'un développeur, ce qu'on appelle le peer test d'une manière un peu générale. Et sinon, il y a le test entre développeur et l'autre, c'est de pouvoir tester derrière son code pour pouvoir voir la qualité du code, le valider et faire challenger un développeur avec l'autre. Derrière, il y a des affinités bien sûr qui se créent entre les développeurs, mais du coup, voilà, c'est un peu la stratégie de pouvoir... Ce que je connais moi, pour le test end-to-end, c'est de tester les interfaces directement avec une technologie qui va solliciter Selenium pour la reproduction. Ça, c'est l'automatisation. Oui. Ça, c'est plutôt... En fait, ça rentre dans le cadre automatisation. Ça, on va le voir en dernier. En fait, c'est ce que j'ai laissé en dernier pour la partie automatisation. On dit que c'est des tests end-to-end. Genre, tu écris un script qui va t'ouvrir le navigateur et qui va cliquer, ouvrir des menus. Voilà. Oui, mais dans ce cas, en fait, dans l'utilisation du terme end-to-end, ils ont bien raison en fait de parler d'automatisation parce que comme j'ai dit en fait le end-to-end il y a deux parties. Il y a le parti parfois partie testeur fonctionnel et développeur, développeur et développeur, comme ça peut être développeur et machine virtuelle. Du coup pour pouvoir tester la fonctionnalité, c'est le développeur qui développe le script derrière pour pouvoir tester sa fonctionnalité. Du coup, voilà, quand j'ai expliqué la philosophie end-to-end, ça veut dire en fait d'avoir deux parties. Ça pourrait être de l'automatisation, ça pourrait être testeur fonctionnel, comme ça pourrait être deux développeurs entre eux. J'ai répondu un petit peu à ta question. Du coup, voilà. Après, je vais passer un petit peu sur les définitions d'une manière rapide. La boîte noire, c'est de pouvoir développer un cas de test qui teste, comme j'ai dit, l'entrée et la sortie. Juste ça. Et pourquoi on l'appelle boîte noire? Parce qu'elle est toute noire et on ne voit pas le contenu. Par contre, pour la boîte blanche, en fait, on teste l'entrée, mais après, on teste les éléments derrière qui font que la sortie soit comme ça. Je donne un exemple. Je fais un paiement, je retourne toujours dans l'exemple, je fais un paiement. Du coup, je teste le fait de se connecter et faire un paiement derrière si ça passe ou pas. Ça, c'est la boîte noire. C'est l'entrée, c'est de se connecter et après de faire un paiement. La boîte blanche, c'est de pouvoir tester derrière toutes les interactions, qu'est-ce qui se passe derrière. Il y a des appels web service bien sûr, on appelle ce service-là, il passe du service check vers le service validate et tout ça. On appelle en fait une base de données pour pouvoir l'authentification, est-ce que l'utilisateur derrière il s'identifie ou pas. Du coup voilà, c'est un état d'esprit d'un testeur de pouvoir partir de la boîte noire et derrière développer les boîtes blanches. Il y a les tests de charge, on revient aux tests de charge. Les tests de charge, c'est de pouvoir par exemple pousser un logiciel à voir s'il prend une grande charge, par exemple de simuler
1000 utilisateurs à la fois qui s'identifient en même temps sur le logiciel. De pouvoir voir cette capacité-là. Maintenabilité, c'est de pouvoir voir si le logiciel, on peut le maintenir à long terme avec des tests comme l'automatisation. Test de confirmation, c'est de pouvoir rejouer les tests qui sont en échec. Quand on fait notre campagne de tests, il y a des tests qui sont en failed, on les déclare, mais derrière, il faudra les confirmer quand c'est corrigé. Test de régression. Test de régression, ça veut dire tous les scénarios qu'on identifie sur le projet qu'il faudra rejouer à chaque fois où on fait une livraison pour s'assurer derrière qu'il n'y a pas, un comportement bizarre ou une dégénération sur une partie quelconque. Les tests de stress, voilà, ça rejoint un petit peu les tests de charge, mais cette fois-ci, c'est de pouvoir voir la performance d'un système. Excusez-moi, là, c'est pouvoir voir les structures internes, les tests de charge, c'est de pouvoir voir la mesure d'un comportement d'un système avec une charge croissante. Ça veut dire de pouvoir mettre de la charge au fur et à mesure et de voir comment il réagit. Mais les tests de stress, c'est de pouvoir lui mettre une grande charge depuis le début. Du coup, voilà, c'est juste une différence entre les différents tests. En fait, je zappe ça un peu rapidement parce que potentiellement on aura des questions-réponses sur tout ce qui est cycle en V, méthodologie agile, Scrum et tout ça. Du coup, les 7 principes généraux du test. Les tests, ça c'est une phrase qui est vraiment très connue dans le test et que chaque testeur, en fait, il doit mettre toujours en évidence dans sa stratégie de test. Les tests peuvent prouver la présence de défauts, mais ne peuvent pas en prouver l'absence. Ça veut dire, en fait, que voilà, c'est une phrase qui parle d'elle-même, qu'on fait des tests pour trouver des défauts, mais il n'y a pas un testeur sur le monde entier qui pourra dire que ce logiciel, il y a 0 défaut ou 0 anomalie dans le logiciel. Du coup, tant que le logiciel, il vit, les tests vivent avec. L'exhaustivité des tests est impossible. On ne peut pas couvrir tous les tests, on ne peut pas utiliser tous les genres de tests dans un projet et on ne peut pas écrire tous les cas de tests, tous les scénarios de tests dans un grand projet. À part si c'est un projet, une page web statique qui est connue, mais derrière tous les projets où il y a plus de 3-4 développeurs, c'est des projets en fait où on ne peut pas écrire tous les cas de tests et utiliser tous les tests. Du coup, voilà, on essaie de mettre en place des scénarios, des plans de tests qui sont intelligents, qui couvrent un petit peu les fonctionnalités à tester. En fait, est-ce que ce n'est pas dû au manque d'intérêt ou bien la minimisation de l'intérêt des tests? Quand on dit que voilà, on peut en aucun cas couvrir tous les tests, etc. Est-ce que ce n'est pas une manière à nous de dire que de toute façon les tests ce n'est pas le plus important et on ne va pas investir beaucoup d'argent dans ça? Ça c'est les risques. C'est les risques et ça rentre en fait dans les contraintes d'une stratégie de test. Il y a le risque en fait des moyens, il y a les risques du temps. Quand on parle de la méthodologie agile, c'est qu'il faudra livrer en sprint 2 ou 4 semaines et du coup les testeurs ils n'ont pas vraiment beaucoup de temps. Du coup voilà, c'est pour ça que je dis que les personnes qui rédigent des tests, ils doivent être intelligents dans la rédaction de tests. Quand je parle d'un testeur, je ne dis pas qu'un testeur fonctionnel, mais je parle aussi du dev parce qu'il a sa partie de test aussi, test unitaire, les tests non fonctionnels, le pilote, les bouchons. Du coup, voilà, quand je parle de test, j'adresse pas ma parole juste aux testeurs fonctionnels, mais c'est une parole qui est adressée à tout le monde. Du coup, voilà, l'exhaustivité du test, on ne peut pas couvrir le tout, mais au moins, en fait, il faudra couvrir les exigences et après essayer de couvrir le maximum des cas de test. On verra les 7 principes généraux du test, ils vont compléter cette partie-là de l'exhaustivité. Tester tôt. Comme j'ai dit au début de la formation, les personnes ils disent qu'on va tester après, une fois que le projet aura beaucoup d'anomalies, qu'on ne va pas commencer à gérer. Du coup, ces personnes-là,
c'est qu'ils ne pensent pas à la stratégie du test au début. Ils ne connaissent pas si on peut dire, le monde du test ou comment on teste. Et derrière, ça leur coûte, je dirais, 6 ou 7 fois plus cher s'ils avaient posé une stratégie de test depuis le début. Du coup, tester tôt, c'est de l'économie, mais ce n'est pas du gâchis. Regroupement de défauts. Ce point-là, c'est un point que la plupart des personnes qui ont travaillé sur stratégie de test, ils disent que la plupart des anomalies se regroupent sur une partie du logiciel. Ça veut dire en fait qu'on peut trouver 70% des anomalies sur cette partie-là. Du coup, parfois dans le projet, on trouve 3 testeurs et on a un testeur qui log 8-9 anomalies par jour et l'autre testeur il log une anomalie par 3 jours. Et les chefs de projet de test, ils disent, ils l'expliquent parfois comme une incompétence de l'autre testeur qui n'est pas aussi rigoureux, c'est quelqu'un qui ne cherche pas, mais c'est juste que cette personne-là, par chance, elle a eu une partie qui est propre où il n'y a pas d'anomalie. Du coup, si le chef de projet il n'a pas cette connaissance-là de pouvoir faire partager les parties de test entre les testeurs, c'est que on jugera toujours mal le testeur sur son métier. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'il faut diversifier les cas de test sur les personnes qui sont en charge de test. Aujourd'hui, je teste cette partie, mais le lendemain, je teste l'autre partie. Du coup, voilà, c'est de pouvoir faire tourner son effectif sur plusieurs parties du test. Sur le camion, là, il y a une anomalie. En fait, sur le camion, il ramène toutes les années. Le camion, il avance, hein. Non, mais... À un certain moment, il va plonger dans le sac. Le paradoxe du pesticide. Ça, c'est tout le monde sait que le métier du test, c'est un métier de répétition de cas de test. Et une fois qu'on commence dans cette répétition-là, c'est qu'un jour ou un autre, on ne trouve plus d'anomalies. Et ça rejoint le regroupement des défauts de 1. Si on épuise notre solde en fait dans les anomalies, c'est qu'il faudra reformuler les plans de test et les cas de test et la manière de tester. Du coup, voilà, c'est ça ce qui signifie le paradoxe du pesticide. Le contexte. Tester un site web, c'est pas comme tester un logiciel de gestion, par exemple, de gestion bancaire, de progiciel, voilà, c'est le contexte aussi qui change. Aujourd'hui, une personne qui arrive à poser cette stratégie de test, elle doit poser une stratégie de test qui est adaptée au contexte aussi. Et l'illusion. L'illusion, en fait, elle reprend aussi si on peut dire, la même philosophie que le paradoxe de pesticide. Ça veut dire le paradoxe des pesticides et le regroupement des défauts. C'est de dire que aujourd'hui, notre programme, il est propre, il n'y a pas d'anomalie, ni rien du tout. Ça, c'est l'illusion en fait du projet qui montre au testeur. Et du coup, voilà, il faudra revoir toute la stratégie de test pour pouvoir interpréter derrière cette illusion-là qui trompe toujours les testeurs. Mais il faudra toujours penser à modifier et à faire vivre sa stratégie de test tant que le projet il vit. Du coup, sur la psychologie des tests, pour chaque stratégie de test, il faudra avoir une plateforme de test, des outils, des ressources humaines et un suivi des anomalies. Du coup, pour pouvoir sortir avec une validation. Du coup, je rejoins la question en fait qui a été posée, je crois, par Juba, en fait, sur les acteurs, les phases de projet, le planning et les outils. Du coup, voilà, on dit que pour un testeur, pour 2 développeurs, il faudra avoir un testeur. Ça, c'est côté ressources. Pour pouvoir tester proprement, c'est l'estimation qu'on fait. Du coup, pour le suivi des anomalies, c'est que ça dépend aussi d'un outil,
mais ça dépend aussi de la méthode en fait, du projet, que ce soit en cycle en V, en sprint, c'est comment on va tester. Et derrière, d'avoir cette aisance de pouvoir valider ce logiciel-là. Du coup, voilà, là, je reviens toujours, ça je l'avais dit, sur les niveaux de risque, les délais, les budgets et les risques techniques. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que j'ai un peu développé au cours de mon discours sur les contraintes et les niveaux, les délais, budgets et risques. À part si vous avez des techniques, des questions, je pourrais toujours revenir à ça. En parlant toujours de testeurs, le testeur, ça pourrait être un testeur fonctionnel, comme ça pourrait être un développeur, comme ça pourrait être un automaticien. Ça rentre toujours dans la vision des tests. Mais on trouve toujours une différence entre les testeurs et les développeurs. Du coup, les testeurs, toujours, ils disent qu'on est là pour garantir la qualité du développement. Mais les développeurs, derrière, ils comprennent que si un testeur trouve une anomalie, c'est la qualité de son code qui n'est pas bien. Toujours, il le prend pour lui-même, en fait, le fait d'avoir beaucoup d'anomalies. Mais, en fait, les deux personnes, ils travaillent pour pouvoir garantir la qualité. Et ces deux personnes-là, ils doivent avoir des visions différentes, mais derrière, d'avoir aussi un état d'esprit de pouvoir garantir la qualité. En fait, Zachary, c'est l'état d'esprit qui s'installe généralement dans les sociétés. C'est qu'on isole les fonctionnels et les développeurs et on essaie de faire en sorte qu'ils communiquent ensemble. C'est pas possible. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les fonctionnels rejettent les fautes sur les développeurs et vice-versa. Alors, pour moi, pour que la stack de test soit bien faite, il faudrait une communication quasi permanente entre ces deux briques, à savoir les fonctionnels et les techniques. Et dans un autre niveau de maturité, c'est carrément arriver à ce que les fonctionnels eux-mêmes qui font leurs tests avec des outils qui sont techniques. Oui. C'est un niveau de maturité d'agile qui est assez loin. D'accord. Dans le sens où il y a, par exemple pour le cycle V, il a montré ses limites, dans le sens où certains tests qui ont été évoqués ici, ils ne peuvent en aucun cas être appliqués dans un cycle V. C'est exactement. Voilà, ça reste toujours une communication entre testeurs et développeurs. Et après, ces problématiques-là, parfois, c'est des problématiques en fait, de méthodologie de travail. On dit, voilà, on travaille en cycle en V, après on ramène un peu d'agilité, mais on ne prend pas toute l'agilité, on ne prend pas tout le Scrum, on ne prend qu'une partie en fait, de l'agilité, Scrum. Et derrière, c'est qu'ils mettent une méthodologie de travail, mais derrière, ils oublient comment faire travailler ces gens-là dans ce contexte. Du coup, comme j'ai dit, en fait, comme tu as dit aussi, c'est de pouvoir communiquer et de pouvoir avoir deux visions différentes. Du coup, le testeur, il vérifie, le développeur développe. Le testeur, il déroule le test, les développeurs corrigent. Le testeur a une vision métier, développeur technique. Voilà, le testeur, il aime découvrir les erreurs. Et le développeur ne cherche pas naturellement à casser ce qu'il a développé derrière, même si on remonte une anomalie. C'est que voilà, il ne part pas à chercher en fait comment casser son développement. Derrière, parfois les développeurs aussi, ils sont un petit peu, si on peut dire, malhonnêtes en laissant quelques anomalies qui traînent à gauche et à droite. Le testeur connaît ça, le développeur, tout le monde connaît ces petites, si on peut dire, cette petite philosophie-là. Mais c'est ce qui fait, en fait, c'est ce qui fait vivre un projet. C'est de pouvoir travailler tous ensemble pour pouvoir garantir derrière la qualité du test, du projet. Tester pendant un cycle de vie. Du coup, voilà, je reviens toujours en cycle de vie, méthodologie agile. Un cycle de vie, un cycle en V, ça permet de livrer des grosses fonctionnalités, si on peut dire, dans un grand moment. C'est de pouvoir prendre une fonctionnalité, de pouvoir faire la conception, de pouvoir la détailler derrière, de la développer, de l'implémenter et après de pouvoir la tester. Cette stratégie-là, elle est bien dans le cas où on connaît notre besoin. On sait très bien que le projet ne va pas évoluer, qu'il ne va pas trop vivre. Mais par contre, la méthodologie agile, elle travaille sous forme de sprint et elle permet de livrer le plus rapidement possible et livrer carrément en prod. Soit un sprint de 2 semaines, voire 4 semaines, ça dépend de la maturité plutôt de l'équipe. Du coup, voilà, c'est
Ça, c'est d'une manière générale en fait sur les deux méthodes de travail. Mais dans les tests, comment c'est interprété? Du coup, on prend le cycle en V. Je ne mettrai que 2. Là, chef de projet. La tech lead et la dev. Là, de cette manière-là, en fait, c'est interprété pour le développement. Ça, c'est pour le côté développement. Mais on trouve la même chose dans le côté test. Avec un test manager, un test lead et après des testeurs. Derrière, de pouvoir en fait avoir une équipe qui est un petit peu importante, je parle toujours dans les gros projets, de voir une équipe importante qui pourrait gérer une livraison d'une grande fonctionnalité ou d'un projet même et de pouvoir la recéter le plus rapidement possible. Du coup, voilà, ça c'est le côté développement, une équipe comme ça qui est constituée par un chef de projet, un tech lead et après des devs, une équipe de test à côté avec un chef de projet test, des test leads et des testeurs. L'agilité, elle vient, elle dit que pour pouvoir livrer d'une manière très rapide et que ça rentre dans des sprints, c'est que le testeur, il ne doit pas être indépendant de l'équipe de développement. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient, elle prend ces structures-là, l'agile. Là, c'était le chef de projet, peut-être il va devenir product owner et scrum master. Et là, ça va devenir plutôt là, c'est plutôt du product manager ou bien un client. Et ici, product owner et product ou scrum master. Et là, c'est de pouvoir avoir des développeurs. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle intègre les testeurs dans cette structure-là pour pouvoir faire partie du projet et garantir la qualité d'une manière très rapide et de s'intégrer au projet. Du coup, voilà, c'est que la méthodologie agile, elle vient et elle met un petit plus pour la qualité et pour les tests, si on peut dire ça. Du coup, voilà, de cette manière-là, c'est que toute l'équipe, elle avance ensemble. On n'attend pas une livraison qui part et après on la teste, mais on teste tôt et on essaie tous de garantir de travailler autant qu'équipe. Et du coup, dans cette vision-là, c'est qu'on peut faire même une économie en ayant des testeurs un peu confirmés et d'enlever le testeur manager et le test lead et avoir des testeurs qui testent, qui font des reporting et qui valident la qualité. Après, le testeur manager ou le test lead s'implique dans des projets à multiples équipes, si on peut dire ça. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, la méthodologie agile, elle vient et elle dit qu'un testeur doit être quelqu'un de très, si on peut dire, de très performant, quelqu'un qui a des qualités, qui connaît en fait le test et la stratégie du test. Moi j'avance. Du coup voilà, pour l'agilité, pour pouvoir garantir, il y a ce qu'on appelle le quadrome agile, c'est de pouvoir utiliser ces tests-là avec une vision utilisateur, vision dev, technique et produit dans un sprint très court. Voilà, les tests fonctionnels, les user stories, après les UAT explorateur, tests unitaires, tests d'intégration et performance et tests de sécurité. Ça, c'est les tests qui en globalisent un petit peu les tests dev, technique et utilisateur et produit. Et comme les tests explorateurs, c'est les tests métiers, si on peut dire ça. C'est les derniers tests pour pouvoir valider avant la mise en production. C'est un peu les derniers tests. Du coup, comme j'ai dit, en fait, l'agilité, elle s'est inspirée du cycle en V pour pouvoir créer sa philosophie. Parce que derrière ça, c'est la demi-partie du cycle en V que j'ai dessiné ici, celle du test.
Et là, on retrouve facilement en fait les tests que j'ai cités dans le cadre agile. Test fonctionnel, c'est là, côté système. Test UAT, c'est les tests d'acceptance. Et les tests unitaires, tests d'intégration, c'est côté développement. Et la performance test sécurité, c'est lors de l'intégration. Du coup, voilà, c'est de pouvoir exploiter le cycle en V, mais de le faire rentrer dans un sprint, que ce soit de 2 ou de 4 semaines. Et sous forme de sprint. Du coup, voilà, c'est ça la philosophie et si on peut dire ce que l'agilité, elle a modifié ou bien elle a mis en place pour pouvoir garantir des livraisons très rapides avec une qualité et de voir s'inspirer du cycle en V. Juste, Zakaria, alors dans la théorie, hein, moi je parle... Bien sûr. Une équipe Scrum, c'est un Scrum Master, un Product Owner et une équipe de développement. Oui. Et l'équipe de développement, elle est responsable de livrer un code de qualité. Et dans la pratique, toi tu as constaté qu'il y avait des profils testeurs, c'est ça, qui étaient intégrés à l'équipe de développement? C'est en fait l'équipe de développement. Pour l'équipe de développement, elle garantit juste la qualité de son code et elle teste son code. Après, il y a des testeurs fonctionnels qui testent la conformité de ce qui a été développé à ce qui est visuel dans des environnements de test. Du coup, c'est des personnes qui sont en plus des développeurs. Du coup, c'est des testeurs en fait que j'ai rajouté ici. En fin de sprint, à quel moment? Ils testent tout au long du sprint. Ils testent déjà en fait toujours dans le sprint parfois N-1 pour pouvoir valider la livraison, mais en fait ils testent tout au long du sprint pour pouvoir déjà, comme j'ai dit, les tests pour couvrir les spécifications. Du coup il y a de l'écriture de cas de test et de scénarios de test et la définition d'un plan de test. Et après c'est de pouvoir tester ce qui a été développé parce que en méthodologie agile on livre presque chaque jour. Du coup, il faudra en fait être toujours à jour de ce qui a été livré et de le pouvoir tester dès que c'est possible. Du coup, dans le N-1, on écrit notre plan test et dans le N, on essaye de pouvoir garantir la qualité. Du coup, au fur et à mesure du développement, les testeurs, ils testent. Ils n'attendent pas une livraison finale, mais voilà, c'est que l'agilité, elle vient et elle découpe au maximum les fonctionnalités. C'est ce qu'on appelle maximiser la valeur ou l'affinage du backlog. Du coup, voilà, c'est qu'on part d'une épique et après on part vers une user story. Du coup, l'épique, c'est plus général et les user stories, c'est plus détaillé. Du coup, la user story, elle doit être indépendante possible, mais derrière aussi une fonctionnalité la plus petite possible qu'on peut livrer. Parce que derrière, c'est qu'on a besoin de livrer quotidiennement et le plus rapidement possible. Et le fait de pouvoir livrer, c'est quelque chose qui encourage les développeurs d'une façon à dire qu'aujourd'hui, je passe des tickets, j'ai fait ça, j'ai complété ça. Et il ne reste pas 6 jours ou 7 jours en disant que je suis toujours sur le ticket. Mais ça reste un petit peu la façon d'un product owner en fait, de pouvoir gérer derrière son produit et le découper. Du coup, voilà, ça reste un petit peu, ça rentre dans l'agilité Scrum. En fait, je voudrais mettre le point sur la périodicité et la fréquence d'exécution de ces différents tests. Donc là, si on parle par exemple de tests unitaires et des tests d'intégration, quel serait l'optimum, la fréquence optimale de les exécuter dans un sprint, etc. Dans tous les débuts d'un projet, un sprint, ça commence à 4 semaines. Déjà, pourquoi? Parce que l'équipe, elle n'a pas encore gagné de maturité, on ne connaît pas le métier, on ne sait pas travailler entre nous, on se connaît au début. Du coup, voilà, le maximum d'un sprint, c'est 4 semaines. Du coup, pendant les 4 semaines, il faut développer, il faut mettre les tests unitaires, il faut faire les tests fonctionnels, il faut mettre en place tous les tests qu'on s'est dit au début dans notre stratégie de test qu'on va les employer. C'est pour ça aussi que j'ai mis un petit peu l'accent sur les différents tests et les définitions. Du coup, voilà, aujourd'hui, on dit qu'on va faire des tests fonctionnels. Du coup, on a besoin d'un plan test et on va faire les tests unitaires pour pouvoir garantir la qualité du code et on va faire de l'automatisation. Ces 3 tests. Du coup, pendant un sprint de 4 semaines, l'équipe,
elle est garante de pouvoir garantir cette qualité-là. Elle doit travailler d'une manière à ce que, on garantisse cette qualité et on fait rentrer les tests dans un cycle de sprint, si on peut dire, de 4 semaines. Du coup, voilà. Après, il y a le DevOps que je vais aborder juste après, qui vient pour pouvoir faire gagner du temps ces gens-là. Il y a l'automatisation des tests, parce qu'au début, c'est sûr qu'on va automatiser peut-être 3-4 scénarios, mais avec le temps, c'est qu'on aura beaucoup de scénarios. Les testeurs fonctionnels ne vont plus passer des tests à la main, du coup on gagnera du temps. On va que tester les exigences. Les tests automatiques, ils vont prendre un petit peu le dessus. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle l'intégration et l'amélioration continue. C'est cette vision-là que la plupart des projets, en fait, ils essayent d'appliquer. Du coup, voilà, en parlant du DevOps. Le DevOps, c'est un état d'esprit qui vient pour pouvoir, si on peut dire, isoler l'équipe Dev de l'équipe Ops et en fait de pouvoir faire une intégration continue, une amélioration continue. Ça veut dire c'est de pouvoir automatiser les livraisons pour que ça soit le plus rapidement possible. Comme j'ai dit, qu'une fois que notre sprint il raccourcit ou il devient sur 2 semaines, c'est qu'on a besoin en fait d'avoir une rapidité, une façon de travailler tous ensemble pour pouvoir livrer. Quand je dis livrer, ça veut dire spécifier, ça veut dire développer, ça veut dire tester, ça veut dire installer, ça veut dire livrer en production. En 2 semaines, est-ce que c'est faisable ou pas? Du coup, c'était toujours la question de l'agilité et les personnes qui ont travaillé en cycle en V, ils ont toujours douté de l'agilité. Est-ce qu'elle peut faire ça ou pas? Du coup, voilà, l'agilité, elle vient, elle se complète par le DevOps. Le DevOps, il met l'équipe opérationnelle qui a le travail de pouvoir garantir les environnements de test, de pouvoir livrer, et la partie Dev. Du coup, voilà, les devs, ils ne livrent pas. Ils font leur développement, ils font leurs tests techniques, et la partie livraison ou bien stabilité des environnements, c'est la partie opérationnelle qui le fait. Dans cette petite philosophie-là, il y a la partie testing. Du coup, la partie testing, c'est de pouvoir travailler avec des testeurs fonctionnels qui vont valider les exigences et le besoin, de pouvoir automatiser les tests unitaires pour pouvoir garantir la qualité du code et de pouvoir automatiser aussi tout ce qui est opérationnel, ça veut dire sur les installations automatiques, de mettre par exemple des builds automatiques pour pouvoir, une fois que le développeur il livre dans la branche, ça prend le code, il l'installe et il livre. S'il y a un problème, il fait le rollback directement et il met par exemple un reporting, que la personne elle revient le lendemain, elle trouve un reporting de ce qui a été. Ça, c'est la philosophie du DevOps, de pouvoir tout automatiser, que ce soit test, que ce soit qualité de développement et qualité de livraison. Du coup, à votre avis, c'est quoi la différence entre TDD et BDD? Ça vous parle déjà, TDD ou BDD ou pas? Vous avez déjà entendu TDD, les Test Driven Development et le Behavior Driven Development. En fait, à votre avis, c'est quoi la différence? L'un écrit par un testeur et l'autre par un développeur. C'est une très bonne réponse. Ça, je le prends. Parce que ça sera la suite de ce que je vais expliquer. Peut-être le Test Driven Development, c'est en relation avec tout ce qui est test unitaire, test d'intégration, qui sont élaborés par le développeur. Le BDD, c'est le comportement. Peut-être tout ce qui est en relation avec Selenium, test automatique. D'accord. Hein? Le TDD, c'est plus lié aux fonctionnalités. D'accord. Pour moi, c'est des tests que le développeur doit écrire. Parce que, par exemple, si dans le TDD, on a un résultat,
et que dans le BDD on a le même résultat, il faut que dans le BDD ça soit encore, le test il doit être encore plus poussé pour voir si la façon dont on a eu le résultat est la même pour toutes les fois qu'on a exécuté le test ou pas. Rappelle-moi ta réponse. Le TDD est écrit par un développeur. Ouais, et le TDD par un testeur. Du coup, en fait, je prends les deux réponses. Historiquement parlant, c'était les TDD. On a dit aujourd'hui, on va mettre les tests, le développement qui va être dirigé par les tests. Après, on a changé juste le fait de dire test par une autre lettre qui est le B, le behavior. Parce que derrière, ça a créé un conflit entre les personnes qui vont écrire les tests. Est-ce que c'est les testeurs? Est-ce que c'est les développeurs? Et en fait, ça a créé une petite polémique, si on peut dire ça, entre qui va rédiger les TDD ou les BDD. Du coup, entre TDD et BDD, historiquement parlant, il n'y a aucune différence. Mais après, sur les cours des projets, ils ont différencié les TDD et les BDD en impliquant les TDD aux testeurs et les BDD aux développeurs. Ça veut dire quoi un TDD? Un TDD, c'est de pouvoir rédiger un cas de test qui va être derrière développé par un développeur. Le testeur, il l'écrit d'une manière dans un langage humain et il essaie en fait de pouvoir écrire un test qui soit qui correspond à l'exigence, soit un test qui tombe en erreur. C'est de pouvoir revenir à la test du robustesse que j'ai parlé en fait, de pouvoir pousser des tests à tester un logiciel d'un comportement, si on peut dire, un peu bizarre. Et derrière, c'est le développeur, il prend ces cas de tests et il les développe. Il les développe derrière pour pouvoir les tester. Et après, il y a aussi d'autres personnes qui disent que les BDD, par exemple, on a une exigence. Un testeur fonctionnel, il vient et il écrit les 3 premiers cas de tests qui couvrent cette exigence-là. Et c'est les cas de tests que les développeurs derrière, il va tester dans son code. Du coup, voilà, c'est une façon de pouvoir communiquer le testeur fonctionnel avec le développeur fonctionnel sans qu'une communication physique ou orale, mais une communication sur le fait de pouvoir travailler ensemble et collaborer ensemble. Du coup, voilà, c'est ça la différence entre le TDD et le BDD et cette façon-là de pouvoir travailler avec le testeur. Du coup, comme j'ai dit, le testeur, il écrit son cas de test qui couvre l'exigence ou le cas non passant et après, il le fait passer et il le fait exécuter d'une manière fonctionnelle. Et le développeur derrière, il vient et il rédige ce cas de test-là qui couvre en fait ces fonctionnalités. Et ce sont de bons candidats pour l'automatisation. Pardon? Double travail, non? En fait, quand j'ai dit testeur fonctionnel qui fait les TDD, c'est en langage humain toujours, en disant de faire un scénario. Je suis un utilisateur, je suis un client lambda qui fait ça et ça. Et derrière, le développeur, il le développe en langage machine. Du coup, voilà, pour pouvoir résumer, en fait, une stratégie de test, c'est de pouvoir travailler très tôt du besoin de pouvoir faire des revues des stratégies de test pour pouvoir les qualifier, faire des conceptions, ces plans de test, scénarios de test, cas de test. Au cours du développement, on développe et la vérification une fois la mise en production. Ça, c'est un schéma qui doit être dans l'esprit de chaque testeur, peu importe la méthodologie de travail, en cycle en V, en W, en cascade, en agile. C'est cette manière-là qu'il faut adapter. Du coup, pendant notre discours, qu'est-ce qu'on a parlé? Du coup, voilà, les planifications, c'est de pouvoir planifier sur un sprint, de pouvoir faire des cycles en V, de pouvoir attendre. Mesure et contrôle, c'est de pouvoir contrôler en fait tout ce qui est livraison, de pouvoir contrôler ce qui est développé, l'analyse, la conception, l'implémentation des cas de test par rapport au projet, l'exécution des cas de test, évaluation des critères de sortie
comme j'ai parlé dans la boîte noire et la boîte blanche, reporting des résultats. Un testeur doit toujours voilà, communiquer sur l'avancement de ces tests et à chaque fois il y a une activité de clôture de dire on arrête là les tests parce qu'il n'y a plus d'anomalies bloquantes, il n'y a plus d'anomalies critiques, on donne le go pour la mise en production ou le passage à une autre plateforme. Du coup, j'ai pris plus de temps. En fait, ça c'est les choses à respecter sur un plan de test. Ça, vous pouvez les lire tranquillement. En fait, je vais communiquer bien sûr le PowerPoint. Du coup, voilà, il y a différentes. C'est un modèle ISO 9126. Du coup, voilà, c'est les différentes choses à retenir sur un plan test. Là, c'est la manière en fait d'écrire un plan test sur les conditions, les prérequis, étant donné voilà sur les scénarios dont je parlais en fait du langage humain. C'est par rapport à ça. Ça génère autant que je souhaite afin de. Après, il y a les conditions et les prérequis à respecter. Du coup, l'automatisation des tests, c'est notre dernier sujet. Pourquoi automatiser? Pourquoi automatiser? Parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des projets, on estime un temps de test, mais on ne le respecte pas. Ça veut dire que, par exemple, si on a un sprint sur 4 semaines, on dit que voilà, on va développer, on va laisser 10 jours pour le test. Finalement, on a 4 jours pour les tests, c'est sûr. Avec le retard de la conception, avec le retard du développement, les testeurs, ils prennent vraiment très très cher. Et derrière, c'est l'expérience du testeur qui fait est-ce qu'il va s'en sortir ou pas pour pouvoir livrer à temps. Du coup, l'automatisation, elle vient soit comme activité au cours du projet ou une activité en parallèle pour pouvoir faire gagner du temps sur des livraisons continues. De pouvoir aussi assurer la qualité des logiciels, bien sûr. Le retour d'investissement, j'en ai parlé en fait, de pouvoir gagner du temps. La répétition des tests est ennuyante parce que si on demande à une personne de pouvoir exécuter 64 tests tous les jours, croyez-moi que voilà, les arrêts maladie, ça va être tous les mois. Du coup, voilà, c'est ce qui est sûr. Le développement est mieux guidé par les tests. Du coup, de pouvoir automatiser des tests unitaires, l'installation aussi. Quand je parle d'automatisation, je ne parle pas juste de l'automatisation fonctionnelle des tests, mais je parle aussi d'automatisation des cas de tests unitaires, d'automatisation d'installation d'environnement et des tests fonctionnels aussi. Il y a toujours l'élément en fait du manque de temps. Quand le faire le plus vite possible, comme j'ai dit en fait dans les 7 principaux cas de test, plus on teste rapidement, plus on gagne du temps et on gagne de l'argent, surtout l'argent, les clients adorent ça. À automatiser en premier, il y a les règles de gestion. Chaque testeur, chaque automaticien sur un projet, on vient, on lui dit voilà, installez votre machine, il installe Selenium, il installe la plateforme de test, il doit avoir un environnement pour pouvoir coder, il doit avoir un player pour pouvoir lancer ses cas de test, il doit avoir un environnement de test stable. C'est les 3 éléments que n'importe quel automaticien il doit connaître. Derrière, qu'est-ce qu'il faut automatiser? Ça, c'est une communication entre l'automaticien, si on peut dire, et le client, ou bien le projet pour pouvoir ce qu'il faut automatiser en premier. S'il est en cours de projet, ça serait pas mal d'automatiser par exemple les tests de régression. Comme ça, il fait gagner les testeurs fonctionnels sur de rejouer en fait les cas de test manuels. C'est un gain du temps. Sinon, il peut tester par exemple les parcours critiques. Je rejoins toujours en fait par exemple de pouvoir par exemple un processus pour pouvoir derrière acheter quelque chose, si on peut dire sur Amazon, de pouvoir finaliser le paiement. Si sur Amazon un client n'arrive pas à acheter derrière, c'est que c'est quelque chose qui est primordial. Du coup voilà, c'est cet état d'esprit là qu'un automaticien devrait avoir.
Voilà, après, c'est des techniques. Choisissez bien ce que vous devez automatiser. Ça rejoint ce que j'ai dit. Choisissez bien vos outils. Automatiser un site web. C'est pas comme automatiser une application mobile. Il y a Selenium pour le web, il y a Ranorex pour le mobile. Juste un exemple. Affinez vos processus. Savoir quoi automatiser au début et après de pouvoir détailler le plus grand possible. Choisir un framework. Voilà, c'est un framework comme Java sous Eclipse ou voilà, Ranorex, c'est plutôt un petit peu orienté, si on peut dire, du .NET ou quelque chose comme ça. Du coup, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques. Ne sous-estimez pas l'effort manuel, ça veut dire de ne pas dire qu'un automaticien, il va tout faire. Surtout dans les phases préliminaires d'un projet, il faudra bien un testeur manuel derrière qui suit le développement. Veillez à la qualité de vos scripts. Identifiez le responsable de l'exécution des tests, mesurez votre réussite avec précision. Du coup, voilà, ça c'est pour la partie automatisation. J'ai rajouté juste aussi, chaque automaticien, il installe son environnement de travail, il sait ce qu'il va tester. Qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est identifier les objets dans ces parcours de test. Du coup, pour l'identification des objets, on a pas mal d'éléments. Le find element by, c'est utilisé dans Selenium. Du coup, voilà, il y a le CSS Selector, il y a le XPath, le ID, le name, le link test, le partial link test et le class. Aussi le choix du navigateur sur lequel dérouler les tests. Donc là, aussi. Si tu testes sur Chrome et Firefox, c'est pas comme si tu testes sur Internet Explorer. Aussi. Voilà, ça reste aussi l'environnement de la plateforme plutôt du test. C'est de pouvoir tester sur multiples navigateurs, de pouvoir aussi dérouler s'il y a des tests à dérouler sur un site web ou bien des tests à dérouler sur des applications mobiles. Voilà, ça dépend en fait voilà, de l'automatisation, qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'on devrait automatiser. Du coup, voilà en fait d'une manière un petit peu générale. Si vous avez des questions, je vous écoute. De reporting de tests dans lequel on écrit les scénarios et qui à la fin de test campaign elle nous donne le pourcentage de tests failed et de tests success. Il y a quoi là, dans le marché comme outil? Ouais. Moi, il y a Qmetry par exemple. Qmetry. Qmetry, ouais. Ouais, il y a ça, il y a Quality Center aussi. Quality Center c'est le plus utilisé en fait dans le monde du test. Du coup voilà, c'est la partie planification qui te donne un petit peu une vision sur le déroulement des cas tests, combien de tests sont exécutés, combien de pourcentage il reste, combien de tests qui ne sont pas exécutés, combien de tests sont failed aussi. Du coup voilà, c'est une vision d'une manière macro sur l'avancement des tests. Et après il y a la partie plan de test où on rédige nos plans de test sur les plans de test, il y a une façon de pouvoir rédiger. Moi, je le dis toujours, c'est diviser pour mieux régner. C'est de pouvoir diviser les parties, prendre un plan de test, par exemple, de la partie authentification, derrière de faire des scénarios de test pour la partie authentification et développer les cas de test, de faire ça par module par module. Du coup, voilà, moi, c'est ma manière de travailler, si on peut dire ça. Et du coup, voilà, il y a Quality Center, il y a TestLink aussi. TestLink, c'est pour les personnes, si on peut dire, qui sont à l'aise à travailler sur des projets un peu anglophones. C'est bien adapté pour ces projets-là. Il est tout en anglais, il est pas mal aussi. Il est open source aussi, du coup c'est gratuit. Voilà, ça c'est pour les tests fonctionnels. Après, je ne sais pas si vous connaissez. Pour la couverture, en fait, il y a toute une panoplie de frameworks selon le type de test que tu veux faire. Par exemple, pour la couverture, il y a, par exemple, dans le monde Java, il y a Covertura, il y a Coco. Pour les tests fonctionnels, tu as encore, par exemple, ta Fitness, ta Cucumber. Après, pour les tests aussi fonctionnels, il y a Jira, il y a X-Ray aussi. Mais après, moi, c'est une partie que je n'ai pas trop abordé, les outils, parce que pour moi, c'est plutôt l'effort humain et comment la personne elle va travailler sur stratégie de test plus que les outils. Du coup, voilà, les outils, ça reste quelque chose de managérial. Par exemple, si le management utilise Confluence,
directement je vais utiliser Jira et X-Ray. Du coup, X-Ray c'est un module de Jira. Du coup, voilà, c'est juste pour pouvoir avoir une communication rapide entre le management et les tests, de pouvoir donner cette visibilité rapide. Mais derrière, si je vois que mon projet n'a pas besoin d'outils pour pouvoir implémenter et suivre les tests, je peux utiliser Excel. Excel, c'est voilà, c'est de pouvoir mettre un tableau. Moi, j'ai déjà travaillé en fait à des plans de test sur Excel et j'ai un plan de test que j'avais montré qui était vraiment très complet avec les scénarios, les cas de test, avec aussi les diagrammes qui se mettent à jour une fois que tu complètes. Voilà, c'était sous forme d'un framework que j'ai écrit sur Excel derrière qui gère les plans de test et l'avancement. Du coup, voilà, les outils, pour moi, c'est quelque chose qui dépend du projet et qui dépend plutôt du management du projet. Et c'est quoi les outils qu'on va mettre en place pour pouvoir avoir une visibilité un peu claire par rapport à l'avancement en fait, des tests. Une autre question? Je vais reprendre les post-it là. Voilà, les scénarios des tests doivent être rédigés en amont ou en cours du projet. Ça, on a déjà répondu au cours de notre présentation. Je dis en tout, en amont, en cours, en début du projet. Plus on teste tôt, plus voilà, c'est le plus efficace possible. Qui est responsable de la partie stratégie de test? C'est en fait soit la stratégie de test. Elle se bâtit, si on peut dire, de deux manières. Soit on commence de la manière la plus facile, ça veut dire le projet il va commencer avec 2 développeurs, on a mis l'architecture du projet et on a mis les ressources minimum pour pouvoir derrière garantir la qualité et la stratégie de test et d'ajouter en fait des éléments sur notre stratégie de test au fur et à mesure et à la fin on va sortir avec une stratégie de test qui contient des ressources humaines, des outils, de la façon de travailler sur les tests, soit on vient et on analyse avec des experts de test au début de la phase du projet et on ramène des experts de test qui vont poser la stratégie à suivre depuis le début en disant qu'aujourd'hui on a tel développeur, on a besoin de tel testeur, on travaille en Java J2E, on a besoin de Selenium pour l'automatisation, on fait ça, on a Jira, on a besoin de, on a Confluence, on a besoin de Jira ou X-Ray pour les tests. Voilà, c'est de pouvoir poser ces stratégies de test sur lesquelles on va partir. Du coup, voilà, la stratégie de test, soit elle se constitue au cours du projet, soit on la met en place depuis le début. Mais c'est des spécialistes de tests qui la mettent, voilà, c'est des architectes qui ont une grande expérience dans les tests. Et maintenant, il y a des profils de test manager en fait qu'on voit de plus en plus avec toutes les certifications, avec la valorisation du métier du test, si on peut dire ça. Il y a des profils qui sortent avec une grande expérience fonctionnelle, une expérience technique et une expérience aussi d'automatisation. Ils essaient d'implémenter cette expérience-là au profit du projet. Qmetry, Selenium, test. Je crois que c'est toi qui as écrit ça. Juste les notions. Un peu plus que... Ouais, tu as écrit un petit peu les notions, mais tu les as posées à la fin aussi. Voilà, c'est des outils de test soit automatiques. Qmetry aussi, je crois qu'il fait aussi de la performance et de la charge, si je ne me trompe pas. Non, Qmetry juste pour avoir l'historique, écrire des scénarios de test. D'accord, c'est un peu comme Quality Center aussi. Du coup, voilà, les tests, les campagnes de test. Les campagnes de test, c'est de pouvoir travailler en amont du développement du projet pour pouvoir garantir la qualité avec des plans de test précis. Du coup, voilà. Pour les tests de test, il y a JMeter, il y a JMeter, il y a Gatling, c'est en SCADA. ouais.